Mesdames et messieurs, c'est un réel plaisir pour moi de vous présenter ces numéros de RDC Environnement, votre magazine des questions environnementales et des développements durables en République démocratique du Congo. La ville de Sharm el-Sheikh en Égypte a abrité les travaux du 27e sommet mondial sur les climats COP27 du 8 au 20 novembre 2022. Les dirigeants mondiaux, les experts du climat, la société civile, les médias et autres se sont donné rendez-vous à ces sommets dits de la mise en œuvre. Tôt le matin du dimanche 20 novembre 2022, les travaux ont abouti à un accord historique. Il s'agit de la mise en place d'un fonds pour les pertes et dommages afin de soutenir les pays en développement qui sont particulièrement vulnérables aux effets néfastes du changement climatique. Nous savons que notre pays, la République démocratique du Congo, a pris part à la 27e conférence des parties à la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique où Sama Lukonde, chef du gouvernement, s'est déclaré satisfait d'avoir porté très haut la voix du Congo-Kinshasa sur les questions climatiques et sécuritaires. Il l'a dit au cours d'une conférence de presse organisée à Sharm el-Sheikh en Égypte dans le cadre de la COP 27. Mesdames et messieurs, voilà l'essentiel des éléments devant constituer ce nouveau numéro de votre magazine RDC Environnement, une production de la rédaction de l'agence Galaxy Media au Congo-Kinshasa. Agence Galaxy Media, la passion de développer la RDC. Bienvenue à toutes et à tous à ces numéros de RDC Environnement. Quelles en sont les retombées? Joseph Malassi, conseiller climat de la vice-premier ministre de l'Environnement et Développement durable, F. Bazaïba Massoudi, résumant la participation de la RDC aux travaux de la COP 27. Il répond aux questions d'Alfredo Prince. On l'écoute. Bon, ce qu'il faut retenir de la participation de la République démocratique du Congo à la COP 27, c'est la volonté d'un pays qui a clairement exprimé au monde, premièrement, son ambition de participer aux efforts globaux de lutte contre le changement climatique, tel que nous le demande l'article 3 de l'accord de Paris, que les pays soient de plus en plus ambitieux. Et la RDC n'a pas été économe en termes d'ambition. Ses ressources naturelles, sa population, sa politique, son gouvernement, sa biodiversité, tout ce qui est RDC a dit oui à la lutte contre le changement climatique. Cependant, ce qu'il faut aussi retenir, c'est que s'il y a eu changement climatique, c'est parce qu'il y a eu des causes derrière. Et ces causes, elles sont essentiellement économiques, parce que c'est l'industrialisation. Et cette industrialisation a bénéficié à un groupe d'États qui continue encore à en bénéficier et à qui le cri d'alarme que la planète est en train de lancer, c'est « Sauvez-moi ». Faites tout pour renverser la vapeur. Et la RDC a rallié sa voix à la voix de la planète pour demander aux pays pollueurs, aux pays qui ont bénéficié du changement climatique pendant 200 ans, de pouvoir penser aussi aux autres. Ça veut dire que la RDC va protéger ses ressources qui sont cruciales au changement climatique, à la lutte contre le changement climatique, mais à quel prix? Parce que ne pas couper un hectare de forêt, ne pas l'exploiter, ça a un prix. En économie, ça s'appelle le coût d'opportunité. Ce que j'aurais pu gagner en exploitant la forêt, je suis obligé, moi la RDC, de renoncer à cela. Mais il faut qu'il y ait une compensation, même symbolique. Et ça, c'est la partie la plus faible du système climatique mondial actuellement. Et c'est ce qu'il faut corriger. Donc, ce qu'il faut en dernier lieu retenir de la participation de la RDC, c'est la voix du gouvernement qui a été représentée au plus haut niveau par son Excellence, Monsieur le Premier ministre Sama Lukonde, et portée sectoriellement par son Excellence, Madame la Vice-Première ministre en charge de l'Environnement, F. Bazaïba, tous sous le leadership du Président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi,
qui a fait du changement climatique l'une de ses priorités. Le monde l'a entendu, le monde l'a accepté et c'est vrai. Et aujourd'hui, vous avez vu l'engouement que le pavillon de la RDC a eu. Nous avons reçu un feedback de la part des journalistes ici à la COP qui ont dit que c'est l'un des pavillons qui a été le plus en activité. Et c'est vrai, vous pouvez le constater et le témoigner vous-même. C'est parce que la RDC a voulu faire entendre sa voix. La RDC a voulu dire au monde que nous existons aussi avec nos ressources, mais aussi avec le besoin que nous exprimons pour protéger ces ressources. C'est ça le plus important dans des discussions telles que ceux qui ont été entrepris ici. Alors, qu'est-ce qu'on doit retenir de la participation du pays? Parce qu'il y avait des objectifs à atteindre. Est-ce qu'on peut penser aujourd'hui que les objectifs que vous vous étiez consignés en venant ici, vous les avez donc atteints ou pas? Parmi les objectifs que nous nous étions assignés, il y avait la consolidation du leadership climatique de la RDC. C'est un objectif qui est difficilement mesurable parce qu'il est qualitatif. Et je crois que de ce point de vue-là, les retours que nous recevons témoignent que la RDC est de plus en plus présente dans les esprits d'abord. On ne sait plus réfléchir climat sans la RDC. Et ça, je peux dire que c'est un objectif qui continue à être atteint. Le second objectif, c'était de pouvoir conclure des partenariats. Et vous avez vu que la République démocratique du Congo a signé avec les États-Unis d'Amérique un partenariat extrêmement stratégique sur la création d'un groupe de travail sur le développement durable en RDC. Ça ne s'est jamais fait. Ça ne s'est jamais fait et dans les termes de ce groupe de travail, le groupe aura la tâche de définir de nouvelles orientations pour la coopération RDC-États-Unis en matière de lutte contre les changements climatiques et de développement durable. C'est un gros résultat. Et ça sous-entend que vous n'allez plus exploiter du pétrole? Non, ça sous-entend pas ça, parce qu'il n'y a pas un lien direct entre un groupe de travail RDC-États-Unis. Parce que ce groupe vient quand même des discussions qui ont eu lieu à Kinshasa sur la possibilité ou non d'exploiter du pétrole en RDC. Oui, l'un des objectifs du groupe de travail ou l'une des axes d'intervention de ce groupe de travail, c'est de s'assurer à ce que, pas seulement l'exploitation pétrolière, mais nous avons aussi l'exploitation minière et toutes les autres formes d'exploitation qui ont lieu dans le bassin du Congo, en RDC plus précisément, que ces exploitations se passent en respectant les normes environnementales au niveau international et dans le cadre légal congolais. Toujours à Sharm el-Sheikh, en Égypte, Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge, chef du gouvernement, a clôturé jeudi 10 novembre 2022 son séjour de travail où il a représenté le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo aux travaux de la COP27, travaux qui se sont poursuivis jusqu'au 20 novembre 2022. Reportage. Résumant sa mission devant la presse, Sama Lukonde Kyenge s'est déclaré satisfait de toutes les interactions qu'il a eues avec les différents partenaires sur des questions non seulement des climats, mais aussi sur des questions de sécurité, surtout dans la partie est de la République. Il résume sa mission en ces termes. Premièrement, je voudrais ici rappeler que je suis venu à la demande de son Excellence Monsieur le Président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a bien voulu me désigner pour le représenter à cette COP 27 ici à Sharm el-Sheikh en Égypte. Et je voudrais mentionner que nous sommes là à la suite justement de la COP 26 où nous avions déjà fait cette grande affirmation de ce concept de la République démocratique du Congo comme étant le pays solution à la question climatique. Et nous avons réaffirmé cette position avec bien sûr l'acceptation de la République sœur d'Égypte sur l'organisation de la pré-COP 27. Cette pré-COP que nous avons organisée en République démocratique du Congo avec deux grandes étapes. Rencontre des scientifiques au niveau de Yangambi, dans la province de la Chopo,
Et ensuite, nous nous sommes retrouvés au niveau ministériel à Kinshasa. Et donc, nous avons préparé ensemble avec l'Égypte cette COP. Et donc, il n'était que de bon aloi que nous puissions nous retrouver ici pour réaffirmer, comme je l'ai dit, notre position, mais surtout accompagner ce processus que nous avions déjà entamé avec la République sœur d'Égypte. Alors, à la suite de ma venue ici, nous avons eu l'occasion d'abord de participer à cette grande ouverture au niveau présidentiel avec ce mot qui a été donné par le président Al-Sisi sur d'abord la question de la préservation du climat, la question sur laquelle l'Afrique ne doit parler que d'une seule voix, sur le rôle qu'elle joue dans la préservation de ce climat et la séquestration du carbone et les autres éléments qui permettent la transition énergétique. Et au-delà de ça, cet appel à la paix dans le monde. Et à la suite de cette ouverture, nous avons voulu, lorsque nous avons été sur la tribune, revenir sur les questions qui sont les nôtres. Les questions qui sont les nôtres principalement, c'est celles que nous avions évoquées lors des préparations de cette COP. C'est revenir sur non seulement cette question de du prix plutôt de la tonne carbone, où nous avions déjà demandé à ce que ça soit rehaussé à juste prix, parce que nous avons besoin de donner des solutions à nos populations qui justement préservent ces forêts. Et nous avons parlé justement aussi de ces questions de la finance climat, où il y a ces interactions entre les pays pollueurs et les pays moins pollueurs, et l'interaction d'un partenariat gagnant-gagnant que nous devons avoir dans ce cadre. À côté de cela, nous avons insisté sur les questions sécuritaires. Parce qu'effectivement, pour nous, pour préserver ces espaces environnementaux, notamment nos parcs, il faut que nous puissions avoir la sécurité. Nous sommes revenus, bien sûr, en ce qui nous concerne, sur ces questions du conflit armé avec le M23, qui est soutenu par le Rwanda, mais les autres groupes armés, où nous avons demandé à tous les pays du monde d'être sensibles à notre cause, aussi pour ces préservations climatiques. À côté de cela, nous restons dans notre droite ligne, non seulement d'exploiter de manière responsable et dans le respect des normes environnementales nos autres potentiels énergétiques, notamment ces appels d'offres que nous avons faits non seulement dans le domaine des hydrocarbures, mais aussi gazéiers. Et nous avons réaffirmé cette position responsable que nous avons prise parce que nous avons des réponses à donner à nos populations. Alors, en marge de ces rencontres, de cette COP27 que nous avons eue de manière officielle, nous avons eu aussi à participer à d'autres forums, notamment au niveau de l'Union africaine, où nous avons été avec les autres zones africaines qui affirment aussi leur voix, notamment la zone du Sahel, la propre zone dans laquelle nous sommes, le bassin du Congo, ainsi que les pays insulaires, pour que non seulement il y ait des interactions au niveau de ces zones africaines qui ont été définies lors de la COP22 au Maroc, mais aussi qu'il y ait des interactions au niveau africain pour que nous revenions sur cette même voie. Donc nous avons soutenu cette initiative qui a été organisée par le président en exercice de l'Union africaine, qui est le président Macky Sall, et nous avons dit que nous adhérons à cet appel qui a été fait au niveau africain. Nous avons aussi participé à un panel organisé par les Royaumes-Unis sous la houlette du nouveau président des Royaumes-Unis, justement, M. Rishi Sunak, où là aussi nous avons non seulement demandé qu'il y ait cette coopération gagnant-gagnant, mais aussi qu'il y ait une solidarité au niveau planétaire sur une question qui désormais nous concerne tous, la préservation de notre écosystème. Et nous avons tenu aussi à répondre aux autres rencontres bilatérales qui nous avaient été posées, notamment la rencontre avec le président polonais, M. Duda, où nous avons parlé d'abord des questions climatiques, mais au-delà de ça, des coopérations qui peuvent se faire entre nos deux États. Étant donné que nous sommes actuellement en programme avec le Fonds monétaire international, il n'était que normal que nous puissions aussi rencontrer la présidente du FMI, Mme Kristalina, avec laquelle nous avons échangé sur l'évolution d'abord de nos relations
mais sur aussi les interactions et les appuis qui peuvent se faire du point de vue de ces questions de climat, où bien sûr nous estimons que nous avons besoin de plus d'accompagnement. Et ça a été très bien perçu, toutes ces rencontres que nous avons eues. Jean-Michel Sama Lukonde Kienge a aussi répondu à une rencontre sécuritaire en disant que ces deux facteurs sont aussi liés, notamment l'environnement et la sécurité. Nous avons aussi répondu à une rencontre d'ordre sécuritaire parce que nous avions dit que les deux sont quand même liés. On parle de ces questions d'environnement, de ces questions de climat, mais pour nous, nous avons quand même cette question de paix et de sécurité. Et donc à la demande, bien sûr, du président en exercice de l'EAC, le président Ndayishimiye, nous avons eu une rencontre dans ce cadre pour avoir une consultation avec les pays membres tous les pays membres de l'EAC pour parler justement de la question sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo. C'était une bonne occasion en termes d'interaction sur ces questions qui nous concernent tous de paix dans cette zone de l'Afrique centrale, particulièrement la partie est, en ce qui concerne la République démocratique du Congo. Et nous concluons un peu notre séjour ici dans la visite des stands, dans les cercles qui sont les nôtres. Nous avons été visiter le stand du bassin du Congo parce que nous réaffirmons notre position. Nous étions au niveau de la COMIFAC, qui est la commission justement des forêts d'Afrique centrale. Et nous sommes ici dans le stand de la République démocratique du Congo pour encourager le travail qui se fait et qui va se poursuivre jusqu'au 18 à la clôture des travaux de cette COP27. La 27e conférence des parties à la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique COP27, tenue à Sharm el-Sheikh en Égypte, appartient désormais au passé. 15 jours durant, soit du 6 au 20 novembre 2022, les délégués des 196 pays membres des Nations Unies sur le climat ont réfléchi entre autres sur les pertes et dommages ou préjudices face aux effets du dérèglement climatique. 4 actions ont été retenues en faveur du climat, selon nos confrères d'Africa 24. Images et commentaires. Combler le déficit d'adaptation et renforcer la résilience. Tel est le premier point de l'action climatique mondiale adopté à l'occasion de la COP27 à Sharm el-Sheikh en Égypte. Ces résultats consisteront à élever l'adaptation et la résilience pour qu'elles deviennent le fondement de la mise en œuvre de la voie du développement durable d'une manière qui renforce les contributions des parties prenantes pour faire face aux pertes et dommages par des efforts équitables, holistiques et collaboratifs. De nombreux pays se sont engagés à décarboniser leur énergie renouvelable. Comment savons-nous jusqu'où ils sont parvenus et quelle est la manière courante de rendre compte de ce genre de choses afin qu'il y ait une compréhension commune? Et lorsque les pays sont en retard, ou même dans le secteur privé, lorsque nous sommes en retard, comment savoir quelle est la chose qui nous aidera à combler cet écart? Donc, c'est vraiment formidable pour nous d'y penser. Tout cela est urgent à présent. Augmenter le financement de l'action climatique. Ce deuxième point visera à stimuler l'intensification de la mobilisation financière et la réforme des systèmes financiers pour soutenir les transitions alignées sur le climat, y compris les efforts innovants mis en œuvre avec intégrité qui saisissent des opportunités telles que la gestion de la dette et les marchés du carbone. Accélérer l'action, le point 3 de la liste des résultats de la COP27, va aider à mener des actions qui répondent aux besoins de développement zéro carbone d'une manière à tirer parti des zones indépendantes. Elle est adaptée aux conditions locales et régionales et offre une transition juste, gérée et financée. Nous espérons avoir une décision sur les pertes et dommages. Je crois vraiment de tout cœur que nous sommes plus proches que nous le pensions. Je sais que c'est difficile. Je ne perds pas l'espoir que représentent les pertes et dommages parce que c'est un énorme besoin et sans limite. Vous savez, les pertes et dommages à chaque rencontre s'accumulent. Afin de mener à bien son action climatique pour préserver la planète, les acteurs du climat ont intitulé le point 4 de leurs résultats « Renforcer la crédibilité et la confiance ». Une initiative qui permettra de travailler pour combler l'écart de crédibilité et renforcer la responsabilisation en suivant et en rendant compte des progrès, en établissant les meilleures pratiques et en reliant progressivement l'action volontaire aux règles de base de l'économie.
Les pertes et dommages aux effets du changement climatique ont eu du répondant pour les pays vulnérables, surtout les pays pauvres. Un accord a donc été trouvé à Sharm el-Sheikh lors de cette COP en faveur de ces pays vulnérables face aux effets pervers du changement climatique. Nos confrères d'Africa News nous en disent plus dans ce reportage. La COP27 de Sharm el-Sheikh en Égypte s'est clôturée ce dimanche sur la création d'un fonds spécial destiné à couvrir les dommages subis par les nations vulnérables frappées par les effets du réchauffement climatique. Après des jours de négociations, les délégués ont applaudi l'adoption de l'accord au milieu de la nuit. Aujourd'hui, c'est un jour symbolique. C'est un jour symbolique en termes d'impact que cette décision va avoir par rapport au futur. Ça fait 30 ans que les pays en développement sont en train de se battre pour avoir un fonds, une reconnaissance des pertes et préjudices liés et associés par les changements climatiques. Aujourd'hui, le matin, quand moi je quittais ici vers les 2 h du matin, je ne pensais pas qu'on allait avoir ce deal. Et il y a eu la compréhension de tout le monde. Le deal qu'on a, c'est un deal qui reflète la volonté collective de tous les pays. À peine inscrit à l'ordre du jour des négociations, l'accord sur les pertes et dommages a pris un élan décisif au cours des discussions. Les pays en développement ont insisté sans relâche sur la création de ce fonds au cours du sommet, réussissant finalement à obtenir le soutien des grands pollueurs. C'est un grand accomplissement que d'obtenir un accord sur la création d'un fonds pour les pertes et dommages. Après 30 ans d'efforts, de la part des petits États insulaires, des pays vulnérables et des pays en développement. Siéger aujourd'hui à la COP27 pour obtenir cet accord est le résultat d'une lutte collective. Je suis très excité. C'est un résultat très positif de la part d'1,3 milliard d'Africains. Pour nous, le succès de cette COP en Égypte dépendait de ce que nous pourrions obtenir en matière de pertes et dommages. Si après des discussions qui ont largement débordé le calendrier prévu, les pays sont parvenus à un accord historique sur un fonds d'aide, aucune nouvelle ambition n'a été affichée pour baisser les émissions de gaz à effet de serre. L'accord a vu les parties se réengager à maintenir intact l'objectif de 1,5 degré Celsius pour l'augmentation de la température mondiale et des progrès significatifs ont été réalisés à tous les niveaux sur les questions climatiques. Voilà quelques engagements pris à cette COP. Outre le plan de mise en œuvre de Sharm el-Sheikh en Égypte, des engagements ont été pris en faveur de la mise en œuvre de l'action climatique au cours des 2 dernières semaines. L'Agence américaine de protection de l'environnement annonce qu'elle étendra sa règle de 2021 sur le même méthane afin qu'elle oblige les foreurs à trouver et à colmater les fuites sur tous les sites d'1 million de puits du pays et à réduire les méthanes de l'industrie pétrolière et gazière. Mesdames et messieurs, à présent, un communiqué émanant de Greenpeace Afrique sur la loi portant numéro 22/030 du 15 juillet 2022 portant protection et promotion des droits des peuples autochtones pygmées en République démocratique du Congo vient d'être promulgué par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, au journal officiel le 14 novembre 2022. La lecture avec Marlène Bassoussou Sessakoumou. La loi numéro 22/030 du 15 juillet 2022 portant protection et promotion des droits des peuples autochtones pygmées en République démocratique du Congo RDC vient d'être promulguée par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, au journal officiel le 14 novembre. Cette loi historique est la toute première législation du pays à reconnaître officiellement et à protéger les droits des peuples autochtones pygmées vivant en RDC. Cette loi, promulguée par le président Félix-Antoine Tshisekedi, couronne des décennies de combats menés par de nombreux défenseurs de cette minorité, a déclaré Serge Ngwato Sabin, chargé des campagnes forêts du bassin du Congo chez Greenpeace Afrique.
C'est au cours de la session plénière du 7 avril que la loi portant protection et promotion des droits des peuples autochtones pygmées en RDC a été adoptée à Kinshasa par l'Assemblée nationale et qui symbolise l'indépendance pour ses premiers habitants de la RDC. Cette loi aura un effet durable sur l'amélioration de la sécurité foncière et des moyens de subsistance des autochtones pygmées et leur permettra de jouer un rôle de premier plan dans la réalisation des objectifs climatiques et de conservation de la RDC. Greenpeace Afrique salue les efforts du gouvernement congolais pour avoir rendu cela possible et encourage sa mise en œuvre effective, conclut Serge Ngwato. Le pouvoir central, la province et les entités territoriales décentralisées assurent la protection et la promotion des modes traditionnels de gestion de l'environnement par les peuples autochtones pygmées. D'où, avant de boucler ces chapitres, nous allons vous détailler quelques lois sur les peuples autochtones pygmées et quelques articles de droit à l'environnement dans une lecture de Priska Sekana Kinzonzi. La loi portant protection et promotion des droits de peuples autochtones pygmées sur le droit à l'environnement stipule à son article 39 que le pouvoir central, la province et les entités territoriales décentralisées assurent la protection et la promotion de modes traditionnels de gestion de l'environnement par le peuple autochtone pygmée, tout en tenant compte de leur consentement libre, informé et préalable. Ils garantissent l'implication et la participation de peuples autochtones pygmées dans la gouvernance et la gestion des écosystèmes. Article 49. L'État garantit aux peuples autochtones pygmées le droit à un environnement sain. À ces fins, il établit et met en œuvre des programmes d'assistance en leur faveur et d'amélioration de leurs conditions de vie. Il appuie les initiatives de développement de peuples autochtones pygmées et leur fournit les ressources nécessaires à cette fin. Article 41. Sont interdits les stockages et les déchargements des déchets toxiques ou de toute autre substance dangereuse sur les terres possédées, occupées ou utilisées par le peuple autochtone pygmée. La loi portant protection et promotion des droits de peuples autochtones pygmées sur le droit à la terre et aux ressources naturelles, quant à elle, stipule en son article 42 que sans préjudice de droit des propriétés de l'État sur le sol et le sous-sol, le peuple autochtone pygmée a droit aux terres et aux ressources naturelles qu'il possède, occupe ou utilise conformément à la loi en vigueur. Aucune délocalisation ni réinstallation ne peut se faire sans consentement libre, informé et préalable des concernés moyennant indemnisation juste et équitable. Sauf si le peuple concerné en décide librement d'une autre façon, l'indemnisation s'est faite sous forme des terres et de ressources équivalentes par leur qualité, leur étendue et leur régime juridique ou d'une indemnité pécuniaire ou de toute autre réparation appropriée. En cas de cessation de l'objet de l'expropriation, ces derniers gardent la priorité de retour sur les anciennes terres. Article 43. L'État garantit les bonnes conditions de délocalisation et de réinstallation de peuples autochtones pygmées lorsque leurs vies sont menacées par les catastrophes naturelles, les épidémies ou tout autre événement qui porte atteinte à la survie de leur communauté. L'État leur octroie des terres et ressources équivalents par leur qualité et leur étendue à celles qu'ils ont quittées suite à la délocalisation. Article 44. Les peuples autochtones pygmées ont le droit de jouir pleinement de toutes les ressources naturelles, ligneuses et non ligneuses, ainsi que les bénéfices issus des services environnementaux sur les terres qu'ils possèdent, occupent ou utilisent traditionnellement. Article 45. Le peuple autochtone pygmée participe à la définition des priorités et de stratégies de mise en valeur, d'utilisation et de contrôle de terres et ressources qu'ils possèdent, occupent ou utilisent traditionnellement. Article 46. Le pouvoir central,
La province et les entités territoriales décentralisées consultent le peuple autochtone pygmée concerné et coopèrent par l'intermédiaire de leurs représentants dûment choisis par eux-mêmes en vue d'obtenir préalablement leur consentement libre et informé avant toute mise en valeur, l'utilisation ou l'exploitation de ressources minérales, hydriques, pétrolières ou autres sur les terres qu'ils possèdent, occupent et utilisent traditionnellement. Article 47. Le peuple autochtone pygmée ont le droit de bénéficier des avantages adaptés résultant de l'exploitation commerciale par un tiers des terres et ressources naturelles qu'ils possèdent, occupent ou utilisent traditionnellement sur base d'un cahier de charges. Article 48. L'État accorde reconnaissance et protection juridique aux terres et aux ressources que le peuple autochtone pygmée possède, occupe ou utilise traditionnellement. Cette reconnaissance s'est faite dans le respect des us et coutumes de peuples concernés. Mesdames et messieurs, c'en est fini pour RDC Environnement de ce jour. Merci de nous avoir suivis. Merci à Ruben Mayoni, Didi Mavambo, Marlène Bassoussou, Armen Goma, ainsi que Guilhem Zembede Gonzac à la réalisation. Merci également à toute l'équipe rédactionnelle et technique qui ont concouru à la réussite de ces numéros de RDC Environnement. Quant à moi, je vous retrouve très prochainement, toujours avec le même plaisir. D'ici là, portez-vous bien et à très bientôt. Prenez soin de vous et surtout de votre environnement. Au revoir.